Je crois que ce qui caractérise la Chine aujourd'hui, c'est la réflexion devant l'impossibilité de poursuivre le développement à plus de 10% qu'on a connu pendant 25 ans, sans que cela n'ait des conséquences énormes avec le reste du monde. Les dirigeants chinois savent qu'ils doivent réorienter la croissance vers l'économie intérieure. Ils savent qu'ils doivent donc remettre en laisse, si j'ose dire, leurs intérêts spéciaux, les entreprises d'État, les grandes banques d'État, les trusts qui s'occupent de matières premières et d'énergie. Ils ont beaucoup de mal à le faire pour des raisons politiques, pour des raisons sociales. Et par conséquent, le débat essentiel, il est sur le mode de croissance intérieure, finalement sur la gouvernance, sur le système politique qui ne peut que changer en fonction d'une évolution du modèle économique. L'Europe est indiscutablement le premier marché pour les exportateurs chinois. Donc il y a une dépendance à l'égard du marché européen. D'un autre côté, est-ce que l'Europe est, je dirais, une entité capable, si vous voulez, d'avoir une volonté politique, capable d'être un partenaire de négociation à l'égal de la Chine? Ça n'est probablement pas le cas. Les Chinois peuvent compter sur la division européenne, sur les lenteurs européennes, sur l'inefficacité du système européen. Ce n'est pas d'ailleurs pour défendre un retour aux États-nations, car ces États-nations, eux, même l'Allemagne, ne sont plus à l'échelle de l'économie chinoise. Donc l'Europe compte beaucoup, bien sûr, d'une façon macroéconomique pour les Chinois, mais par contre, politiquement, et sous l'angle des négociations entre Européens et Chinois, les Chinois ont un avantage considérable qu'ils utilisent abondamment. En quelques années, la perspective s'est renversée. Parler d'un point de vue européen de la Chine, ça n'est plus parler de l'essor des entreprises de Chine, mais c'est aussi, regardez, le choc au retour. Ceci divise forcément les opinions, ceci divise forcément les gouvernements. Naguère, la Chine était la destination des exportations et des investissements pour des entreprises européennes, en particulier des grandes entreprises ou des entreprises innovantes. Aujourd'hui, cet aspect-là commence à être dépassé par les investissements chinois en Europe, les rachats ou les participations dans des entreprises, les offres chinoises pour des projets, par exemple, d'infrastructures dans le domaine des transports ou de l'énergie, par les investissements financiers chinois, plus largement, et même par l'implantation de grandes entreprises. Les différents aspects de la position française se sont parfaitement résumés en 2011, une année où le gouvernement porte le thème de la réciprocité sur le plan européen. Et d'un autre côté, la France est brusquement devenue en 2011 la première destination des investissements directs chinois à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu coup sur coup des prises de participation, en particulier l'affaire GDF-Suez, plus de 3 milliards d'euros d'investissements chinois, c'est le record en Europe, et aussi des affaires avec Areva, avec EDF, autrement dit, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de souveraineté, dans les domaines les plus sensibles, et bien d'autres affaires encore. Ça illustre quand même la contradiction qui peut exister entre le discours et la pratique, car il y a un petit peu de ça, mais ça illustre aussi le fait que les investisseurs chinois sont extrêmement intéressés par ces perspectives européennes et françaises. Je pense que depuis 2008, nous aurions dû constituer un système d'eurobonds lié ou d'euro-obligations lié à une politique de croissance distinct de la dette des différents trésors publics européens et du sauvetage des pays d'Europe du Sud ou d'Europe de l'Est sur le plan de la dette publique, une dette positive dans laquelle on invite les grands investisseurs étrangers, les grands prêteurs étrangers à prendre pied, qui s'accompagnerait d'une simplification des règles d'investissement dans des domaines d'infrastructures, qui sont ceux qui intéressent les investissements chinois, et par conséquent une offre positive, mais cette offre positive s'accompagnerait de demandes sur l'ouverture de marchés chinois qui ne sont aujourd'hui pas ouverts, si vous voulez, et je dirais aussi de garde-fous européens dans des domaines très sensibles comme les hautes technologies, comme les technologies de défense, comme les médias aussi, ou comme les ressources artistiques.